Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti ? Bienvenue pour cette seconde partie de notre conversation avec Nathalie Piéguet autour des 3 nanas, qui comprend donc Niki de Saint-Phal, Louise Bourgeois et Annette Messager. Nous reprenons la discussion au moment où Nathalie Piéguet va nous emmener en Engadine. Mais vous verrez que ce ne sera pas la seule surprise de cet épisode. Alors, dans votre road trip suisse, vous avez passé par Fribourg, mais vous n'êtes pas allé qu'à Fribourg, vous êtes aussi allé ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les découvertes que vous avez faites ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle soit restée presque un an en Engadine. C'était sans doute ce qui était le moins connu aussi. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas trop. Parce qu'à Bâle, on sait qu'elle a installé le musée Tinguely, donc elle y est très représentée. J'avais vu l'Ange à Zurich, mais dans la gare de Zurich. À la gare de Zurich, absolument. Voilà. Mais ce séjour en Engadine, je ne me l'étais pas vraiment représentée. D'ailleurs, elle n'y a pas laissé de traces. Les gens dans le village ne le savent pas. Ça ne les intéresse pas. Mais qu'elle ait pu parce qu'elle était malade en fait. Elle a souffert très tôt de différentes maladies qui étaient assez difficiles, mais en particulier de maladies pulmonaires qui étaient probablement liées à l'inhalation des produits chimiques contenus dans les colles, dans le polystyrène et dans la peinture. Donc elle avait des affections pulmonaires assez graves. Et Tinguely en bon suisse, l'a fait partir en Engadine pour qu'elle se repose, pour qu'elle soit au beau d'air, pour qu'elle passe l'hiver au soleil. Et je pense que cette période a été une période à la fois de grande solitude, mais aussi de grande méditation, une période extrêmement poétique pour elle, où elle a relancé son travail, et en particulier où elle a eu l'idée des jardins qu'elle va faire à Garaviccio en Toscane. Et tout d'un coup, ça part dans des dimensions absolument monumentales. Alors, il y avait déjà eu des choses monumentales, mais là c'est une Niki architecte qui s'invente. Mm-hmm. Dans une période où elle part là, dans une maison que j'ai vue, qui est une belle maison, mais où elle n'a pas d'atelier. Elle va là-bas uniquement pour se reposer. Et c'est pourtant dans cette période un peu de vide, comme ça, que quelque chose se relance dans sa création. Ça m'a beaucoup touchée. Mm-hmm. Comme une période d'incubation. Oui, et puis bon, on a presque toutes, je pense, en tête certaines images d'elle. C'est une très très belle femme. Elle a été mannequin. Elle a énormément d'allure. Elle est née à Neuilly-sur-Seine, mais elle a passé toute sa jeunesse dans une famille richissime à New York. Et elle parle avec cet accent de grande dame, voilà. Et de l'imaginer toute seule là-bas dans la neige, dans cet endroit si reculé, tellement loin de tout ce qu'on peut imaginer avec des clichés liés à la mondanité de l'artiste, ça me la rendait... je sais pas, tout d'un coup, il y avait une espèce de vulnérabilité dans ce film qui me touchait beaucoup. Oui, et c'est quelque chose qu'on retrouvera au Jardin des Tarots, parce qu'on sait qu'elle y a passé beaucoup d'années, qu'elle a vécu sur place pendant des années, et puis là, ça fait le même contraste, c'est la même sensation que ce que vous décrivez, en tout cas, je l'ai un peu ressenti comme ça, cette impression de cette femme mondaine, incroyablement charismatique, qui tout à coup va se retrouver en salopette pour construire son jardin imaginaire, complètement fou d'ailleurs, et qui vit à l'intérieur de son impératrice pendant plusieurs années. Puis là, elle rejoint de nouveau, alors après, on peut faire toutes sortes de parallèles, mais elle rejoint aussi les femmes maisons de Louise Bourgeois, avec cette époque-là. Et puis, cette capacité comme ça de se rassembler dans un projet et de vivre de manière très fruste, finalement très modeste. Alors oui, elle vivait comme ça, mais aussi elle vivait de façon très collective, parce que quand elle construit le jardin à Garaviccio,
Elle vit vraiment avec une bande d'artisans dont elle est la chef, mais c'est une sorte de communauté on peut imaginer comme ont pu l'être les bâtisseurs de cathédrales, et ils sont tous à égalité, et ce travail se fait sur le terrain, et c'est aussi une chose très frappante. Alors oui, le parallèle avec la femme maison de Bourgeois est très très puissant, mais ce qui est très frappant, c'est que finalement, ce sont des femmes, c'est pas le cas de Messager, mais elles n'ont pas eu d'atelier. Elles ont fait de l'endroit où elles étaient leur atelier, et ensuite elles ont bâti des maisons qui sont à la fois des œuvres d'art et des lieux d'habitation. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors oui, elle vivait dans l'impératrice. C'est quand même assez peu confortable. Mais oui, et ça dure des années en plus. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'elles n'ont jamais eu d'atelier, qu'elles n'ont finalement jamais eu ce fameux lieu à soi qui est tellement promu par Virginia Woolf, Mhm. qui a aussi été une fille d'Olympe précédente, et de l'importance d'avoir ce lieu comme s'il fallait s'ancrer dans un endroit pour pouvoir créer. Puis elle montre en fait que l'endroit va s'adapter, ou en tout cas qu'elles vont pouvoir aller à la recherche de l'endroit qui leur convient à un moment ou à un autre, et que cet endroit est mouvant. Oui, et c'est pour ça que moi j'avais besoin de bouger dans cette enquête. J'avais besoin de les suivre sur les Mhm. endroits où elles sont allées. Alors Louise Bourgeois, à la fin de sa vie, elle achète un grand atelier quand elle rencontre Jerry Gorovoy, elle achète un atelier à Brooklyn, mais elle a presque 80 ans à ce moment-là. Hein. Mais il y a comment dire, cette façon de créer à l'endroit où on s'installe et à transformer le lieu où on est en jardin, en maison, en lieu artistique. Euh, J'étais allée la voir aussi, à voir la maison qu'elle a habitée, qui était une ancienne auberge en lisière de forêt de Fontainebleau, à Soisy-sur-École. C'est pareil, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien qui laisse penser qu'elle a pu habiter là. C'est une maison assez grande, mais assez ordinaire finalement. Et c'est devenu une espèce de... Pendant quelques années, ça a été une espèce de lieu communautaire où à la fois elle vivait, recevait ses enfants. Il y avait les carcasses de nana et de mariés dans le jardin, les constructions de Tinguely, ses machines, etc. Et après, on part. Mhm. Ah oui. Et il y a l'autre aspect sur lequel j'avais envie de revenir par rapport à votre réponse de tout à l'heure, c'était tout cet aspect collectif qui est très important, puis qui va aussi relier Tinguely et elle, puisqu'ils sont toujours avec plein de monde. Ce qu'elle vit au Jardin des Tarots, au fond, elle le vit d'ailleurs en partie avec Tinguely, elle va le vivre aussi chez lui quand elle est en Suisse ou ailleurs avec lui. Il y a toujours cette espèce d'équipe de personnes qui vont les accompagner partout et qui créent ce collectif tout le temps, en fait. Oui, il y a c'est une sorte de nécessité, parce que Mhm. évidemment, le caractère monumental de son travail fait qu'il y a besoin pour ainsi dire, d'architectes, Mhm. bon, et puis ensuite d'artisans. Et ce qu'elle va beaucoup aimer en Toscane, c'est qu'elle va trouver des artisans extraordinairement qualifiés qui vont pouvoir faire les mosaïques avec beaucoup de précision. Mais je crois qu'indépendamment de cette nécessité, l'idée qu'il y avait une sorte de communauté et puis d'œuvres collectives, c'était quelque chose qui correspondait absolument à ce qu'elle voulait faire. C'est très particulier tout de même. Alors, il y a une anecdote que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous la partager, puis vous me direz si vous en aviez entendu parler. Dans l'atelier que nous avons fait, il y a une participante qui habite le canton de Fribourg, et elle habite une commune qui s'appelle la Verrerie. Et la Verrerie, c'est la commune dans laquelle Tinguely avait son atelier. Et donc tout le monde a bu l'apéro avec lui, tout le monde a pu le croiser, tout le monde a échangé avec lui, et donc tout le monde a imaginé qu'après sa mort, ce serait à cet endroit que serait créé un musée Tinguely, ou que voilà des choses s'établiraient un petit peu comme c'est le cas à Figueras en Espagne pour Dali. Et il semblerait qu'en tout cas dans le village, il y a une rumeur qui dit que c'est Niki qui a souhaité que le musée ne soit pas installé là, mais qu'il soit installé à Bâle. Ce qui fait que au village de la Verrerie, semblerait-il, il n'y a pas beaucoup d'amis de Niki de Saint-Phal. Ouais, ouais, bah, non, je savais pas cette histoire. C'est sûr qu'à Bâle, elle avait sans doute plus de ressources de Oui. financement, je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'il a été, Ouais, on ne sait pas si c'est vrai, c'est ouais, une alors, rumeur, mais j'avais en envie de fait, vous la partager il parce a que je l'ai été, ah, dans ben, le merci livre. beaucoup. C'est bien possible que ce soit Ouais, ouais. vrai. Mhm. Oui, 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 c'est possible, non, je savais pas. Mais c'est Donc intéressant voilà. aussi de voir que jusqu'à la fin, c'est elle qui s'est occupée de son œuvre. C'est clair. Et c'est vraiment elle qui était la dépositaire de cette œuvre et puis qui en a fait aussi le rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Ah, je Qui a crois. participé en tout cas à ce rayonnement. Ah oui, oui, oui. Elle a vraiment participé. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'elle l'a fait très vite.
Elle avait conscience qu'il y avait une espèce d'urgence à le faire vite. Comment elle fait écho à nous, les femmes qui arrivent après elle, qui ont été en partie contemporaines de Niki de Saint-Phal, mais qui vivent après son décès. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce que vous, elle vous a apporté? Comment ça a fait écho en vous, tout ce que vous avez pu découvrir et vivre à travers le parcours de Niki de Saint-Phal? Moi, je pense que ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend aussi sans doute des personnes, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce de certitude qu'elle a à un moment que c'est la forme qu'elle veut donner à sa vie. C'est ce qu'elle veut faire. En fait, elle a même pas le choix. Voilà, elle veut créer. Ça commence par la peinture. Elle est complètement autodidacte. Ça commence par la peinture, ça commence par des assemblages. Puis après, il y a les tirs, etc. Voilà, elle est absolument déterminée et elle s'en donne les moyens. Et cette force, elle a quelque chose de contagieux, je trouve. Voilà, ouais, Elle nous porte. elle Elle nous nous porte, porte. elle nous porte. Mais ce qui m'a quand même aussi beaucoup touchée, c'est que cette puissance de création, elle fait fond sur une très grande vulnérabilité, Mm. sur une chose extrêmement violente et douloureuse qu'elle a fini par dire, mais qu'elle n'a pas non plus caché. Elle sait que c'est à partir de là qu'elle écrit, beau lapsus, Elle crée. qu'elle crée et qu'elle écrit aussi de façon plus marginale. Et je trouve qu'il y a dans cet équilibre entre, enfin, je sais pas si c'est un équilibre, mais cette tension entre la Mhm. vulnérabilité, parce que je pense que c'est une femme qui était effondrée. Il y avait quelque chose d'effondré Mhm. en elle. Et puis il y avait aussi ces maladies physiques qu'elle n'a cessé de devoir combattre. Bah, voilà, il y a cette tension entre la vulnérabilité et l'affirmation, la puissance. Mhm. Et ça m'a beaucoup, ça fait beaucoup écho en moi. C'est-à-dire C'est que vrai c'est qu'on a. pas du Oui. tout une image de seule puissance, quoi. Non, il n'y a pas que de la puissance, évidemment, mais on sait que la puissance, elle se loge souvent dans la vulnérabilité et que Voilà. c'est important Voilà. d'être capable de toucher à ça aussi, parce qu'on n'a pas du tout évoqué cet aspect-là. Effectivement, les premières œuvres de Nikki, elle va les faire au moment où elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique, parce qu'elle fait une dépression, parce qu'elle est très, très malade psychiquement et qu'elle a besoin à ce moment-là de trouver un exutoire pour ce qu'elle traverse. Et c'est d'ailleurs à la suite de ça qu'elle quittera Harry Matthews, qu'elle quittera ses enfants et qu'elle décidera de se lancer dans la vie qui est bonne pour elle. Et il y a l'histoire de l'inceste de son père, dont elle n'écrira un livre que quand elle a 60 ans. Il s'appelle Mon secret, qui vient d'être réédité. Oui. En effet, elle commence à créer pendant qu'elle est internée à Nice. Elle a gardé des séquelles, à la fois psychiques et physiques, de cette blessure d'enfance, en particulier des migraines qui revenaient à une espèce d'heure fixe. Et elle en parle, donc elle a été victime d'inceste de la part de son père. Ce qui est extraordinairement violent, c'est que à la fois les médecins et l'entourage veulent qu'elle ne le dise pas. Et la traite de folle. Alors Tinguely la croit, sa mère la croit, sans doute que ça lui sauve la vie, parce que si on n'avait pas cru, on peut se demander quand même comment ça serait fini. Et elle attend très longtemps pour en parler, elle attend d'être grand-mère, en fait. Et sans doute à un moment où d'abord son père est mort, peut-être que son œuvre est aussi suffisamment solide pour qu'elle tienne le coup face à une telle déclaration, puisque le risque, c'est quand même qu'on en fasse une espèce de principe explicatif, ce qui est encore une façon de redonner au père énormément d'importance, ou alors qu'on en fasse, qu'on la minore en disant, bon, finalement, elle n'a fait ça que pour aller mieux, alors que ça lui a permis d'aller mieux, mais c'était sans doute pas le but premier. Voilà, donc ce courage qu'elle a eu aussi en écrivant ce texte, Mon secret, elle l'écrit pour nous, elle l'écrit pas pour elle. Et ça, je trouve, voilà, c'est très important. C'est très important et ça témoigne encore une fois de tout ce qu'on vient de partager, tout ce que vous avez pu Mhm. nous dire et qui montre combien ce personnage va au-delà de sa simple existence pour apporter un message beaucoup plus fort et qui doit toucher beaucoup plus de monde, en fait. Ouais, parce que cette violence, on peut imaginer que le père, vu le milieu dans lequel ils évoluaient, euh, Qui était un milieu plutôt aisé, bourgeois, favorisé. banquier, tout à fait fortuné, on peut tout à fait imaginer que le père euh, n'a pas un instant pensé que ça se saurait.
et que si jamais ça se disait, on verrait bien qu'elle était un peu folle et que ça ne pouvait pas être vrai. Voilà. Et donc ça aussi, elle a la force de l'affronter. Mhm. C'est une énorme plongée dans la vie d'une personne incroyablement forte, on s'en rend bien compte. Comment on sort d'un travail comme celui-là? Comment on se remet dans sa propre vie? Qu'est-ce qui a été nécessaire? Vous en parlez un peu dans votre bouquin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à travers ce travail? Ah, moi, je pense il s'est passé plein de choses parce que ce sont des œuvres qui nous renvoient notre propre imaginaire, à nos propres fantasmes, à notre propre histoire. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi cette forme de l'enquête et puis de parler en mon nom propre. Parce que je trouve que à la fois leur vie, mais les œuvres qu'elles créent, elles ont une capacité de résonance très très forte. Voilà, on peut adorer comme on peut détester, mais au fond, peu importe. Elles suscitent toutes sortes d'émotions. Et moi, ça m'a renvoyé aussi à des aspects de ma vie, à des aspects de mon passé, à des aspects de ma mémoire, etc. J'avais l'impression que j'étais prise dans une sorte d'écheveau, de toile d'araignée où les signes n'arrêtaient pas de dialoguer les uns avec les autres et de m'envoyer des petits signaux. C'est Partout, l'araignée de Louise Bourgeois, au fond. voilà, partout où il y avait des points de jonction entre elles. Et en fait, ça tournait un peu à l'obsession. Parce que je les voyais toutes les trois et je voyais leur travail un peu partout, dans la rue, sur les places, dans les bâtiments, à la maison, etc. Mais ce que ça donne quand même le plus, je dirais, c'est une sorte de confiance dans le pouvoir de la création. Euh, voilà, c'est-à-dire que leurs œuvres, que ce soit celles de Messager de Louise Bourgeois ou de Niki de Saint-Phal, leurs œuvres, elles communiquent quelque chose, elles donnent de la force. Mhm. Voilà. Et donc, on va s'inspirer de tout ça Ouais. pour continuer de créer, continuer de travailler sur nos histoires à nous, parce qu'évidemment que leurs histoires font énormément écho aux nôtres, hein, comme vous l'avez dit, et c'est effectivement très fort et ça se sent beaucoup dans votre ouvrage. C'est un peu le but aussi qu'on poursuit dans le cadre de ces salons créatifs. Et voilà, bah, je crois qu'on va s'inspirer de tout ça. Je vous remercie infiniment d'avoir Merci pris ce beaucoup à moment pour vous. parler. Merci. Merci. Parler ensemble. Merci. Et d'évoquer Niki de Saint-Phal et toute cette force qui nous est tellement précieuse. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, cette fois notre conversation est vraiment terminée. Si nos propos vous ont intéressé et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Niki de Saint-Phal ou que vous auriez envie de plonger dans l'univers qu'elle a développé en écho avec votre propre vie, l'atelier qui est mentionné dans le sujet est tout à fait disponible. Il est réalisable en toute autonomie, à votre rythme. Donc les 8 séances qui composent cet atelier sont disponibles à l'achat si vous le souhaitez. Et sachez aussi que dans le matériel qui est mis à disposition des personnes qui ont suivi cet atelier ou qui le suivront, vous trouverez une version vidéo de l'interview que vous venez d'écouter. Et moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis aussi à demain pour la suite de J'envoie. Et donc, comme vous le savez, si vous avez aimé, il y a les étoiles.